Non mais vraiment, je suis dégoûté. Cette vidéo sur pourquoi les derniers Jedi c'est mieux que The Mandalorian, je suis sûr qu'elle aurait été géniale. Alors si tu veux, on l'a fait, mais à condition que je puisse faire ma vidéo Pourquoi Jupiter Ascending est le meilleur film de tous les temps. Ok, banco. I'm here on business. I need your help. I've been quested to bring this one back to its kind. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Geoffrey et on va vous parler de The Mandalorian, la série de Disney+, dont la deuxième saison arrive sur la plateforme incessamment sous peu. On se souvient que la première saison avait été un événement au moment du lancement de Disney+, il y a maintenant un an, et on avait envie de revenir dessus, d'en discuter, de parler un peu de son impact et des traces qu'elle a laissées, tout simplement parce qu'on n'est pas du tout d'accord sur la série. Il y a un premier point qu'il faut qu'on discute, parce que c'est toujours le premier point sur lequel reviennent les fans de Star Wars quand arrive une nouvelle entrée, un nouvel épisode, un nouveau chapitre dans la saga, c'est la mythologie. On a vu que Disney était pas super à l'aise pour la gérer, notamment avec les derniers Jedi, qui étaient relativement audacieux sur le papier, mais que le studio a pas du tout su accompagner, a pas du tout su encadrer pour que les fans le reçoivent bien. Et puis on a vu que dans le cadre de l'ascension de Skywalker, le studio était aussi capable de paniquer complètement, de réécrire, de retransformer, de réemboîter tout ça d'une manière qui a semblé à beaucoup de gens catastrophique. Et du coup, il faut un petit peu regarder comment The Mandalorian appréhende la mythologie. Et moi, je dois dire que j'ai bien aimé la simplicité et l'humilité avec laquelle la série se pose cette question, c'est-à-dire que on sent qu'il ne faut pas prendre trop de risques, mais du coup, je trouve que l'ensemble, le scénario, la direction artistique s'attaque à cet univers, celui de la première trilogie, même pas la prélogie, mais vraiment la trilogie originelle, avec non seulement beaucoup de respect, mais beaucoup de tranquillité, beaucoup d'humilité. En gros, le bac à sable va être bien plus réduit qu'avant. On n'essaye pas de générer de nouveaux endroits, de nouveaux univers, de nouvelles grandes idées mythologiques, de nouveaux grands concepts. On va s'en tenir à ce qu'on tient et on va essayer de redécouvrir et de réenchanter ce qui a été fait par le passé. C'est une manière de voir les choses. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un gros recyclage facile et un peu paresseux, qui est tellement prudent que du coup, il y a très peu d'inventivité, très peu de prise de risque. Quand tu regardes vraiment ce qui se passe dans la série, en gros, c'est l'histoire des Mandaloriens et de Yoda. En tout cas, de la race de Yoda. C'est-à-dire des choses qu'on connaît, qu'on a vu beaucoup de fois, que les gens aiment, qui sont devenus des jouets, des jeux vidéo. Enfin voilà, c'est un truc que les gens aiment, ont déjà adopté, et la série se repose là-dessus pour se dire, si on réouvrait ces chapitres-là, si on essaie de les remixer, si on essaie de te surprendre avec un nouveau costume et un nouveau décor et un petit Yoda, parce que il est encore plus petit que l'original, et je trouve que tout ce qui pourrait être cool dans cette approche modeste et simple, comme tu dis, assez terre-à-terre, qui, pour le coup, m'intéresse en théorie, après le bordel de personnages secondaires et à foison qu'il y a eu dans les films, je trouve que dans la série, ça me laisse juste un arrière-goût de simplicité dans le mauvais sens. Et alors, moi, ce qui fait justement que je ne vis pas les choses comme ça, je pense, c'est vraiment la structure de la série et notamment la durée des épisodes. On sait qu'aujourd'hui, énormément de plateformes, énormément de networks ont tendance à dilater, étirer la narration, soit parce qu'il faut caser des coupures pub, soit parce que, pour une plateforme, l'enjeu c'est de garder le spectateur le plus longtemps sur la plateforme et qu'il n'aille pas voir ailleurs. Donc du coup, pas de problème, on blinde, on tire, on se retrouve avec des épisodes de 50, 60, parfois plus d'une heure de durée. C'est très rarement à bon escient, et moi je trouve que c'est souvent très très lourd. Et là, quand j'ai découvert que les épisodes allaient de grosso modo de 28 à 38 minutes, non seulement je m'y attendais pas, je suis assez charmé par l'idée que chaque chapitre puisse avoir une durée différente, et en plus cette rapidité, elle oblige la série à pas faire trop de gras, à aller assez vite, et surtout elle convoque des ambiances de manière très rapide, assez fluide, et vraiment je trouve ça très élégant. Moi ça me renvoie à toute une autre époque de faire de la télévision, de faire de la narration épisodique feuilletonnante, et véritablement ça a marché sur moi à fond. Alors comme tu le dis, c'est l'idée que je trouve bien, parce que moi aussi j'ai été charmé quand j'ai commencé et que je me suis dit tiens, cet épisode il est plus court. J'aime beaucoup parce que comme toi, comme tu dis, comme plein de monde, la durée des épisodes qui ressemble à du remplissage avec beaucoup d'exposition, beaucoup de blabla qui sert à rien, ça nuit beaucoup à l'efficacité, et je trouve que c'était vraiment adapté. Mandalorian, j'aimais beaucoup aussi cette idée que on va adapter la durée selon ce qu'on raconte, ce qui devrait être normalement la règle d'or. Et je repensais à des trucs comme Twilight Zone en me disant ouais, à la belle époque, avant qu'il y ait un remake tout pété aujourd'hui, ça durait une vingtaine de minutes et c'était très efficace. C'était vraiment de A à B et voilà, c'était parfait. Mais je trouve que le problème, c'est ce qui se passe dedans. C'est non seulement j'ai l'impression que ça se répète, mais en plus ça se répète sur des choses que je trouve légèrement chiantes. C'est-à-dire que régulièrement, il va avoir besoin d'aller trouver une pièce pour réparer son vaisseau. Quand il n'a pas besoin de trouver la pièce, il a besoin de trouver un œuf pour marchander, pour trouver une pièce. Après, il a besoin d'argent pour acheter une pièce pour réparer son vaisseau. Après, pour trouver une pièce, pour avoir de l'argent, il va faire une mission avec quelqu'un pour aller chercher quelqu'un d'autre. On se retrouve comme ça à jongler pour en fait juste, c'est une pause, il a besoin de faire la vidange, quoi.
Je caricature à peine parce que vraiment il y a cette impression de combien de fois il va devoir réparer ce putain de vaisseau parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Est-ce qu'il pourrait pas se passer un truc plus stimulant autour? L'impression de remplissage que j'ai eu avec tous ces épisodes, je me dis est-ce que c'est pas parce que ça aurait pu faire un bon film? Parce que finalement il y a un très bon début, il y a une très bonne fin, on voit qu'il y a un recrutement de personnages, tout le monde se rejoint pour un but commun, il y a vraiment un truc collectif un peu excitant à la fin quand tous les personnages se retrouvent sur cette planète avec le bébé SOB et tout le bordel. Et ça m'a rappelé qu'à la base un film sur Boba Fett était développé. C'est a priori le film que devait faire, le spin-off que devait réaliser Josh Trank, le réalisateur de Chronicle en 2014, avant d'être gentiment dégagé parce que les 4 fantastiques. Et le projet a refait surface 4 ans plus tard en 2018 avec James Mangold, pour être annulé encore une fois pour de bon quelques mois après. Et c'est au milieu de ce bordel que la série Mandalorian a été annoncée, développée et officialisée par Disney. Est-ce que c'est un hasard ? Parce que finalement la construction Mandalorian, elle est un petit peu bordélique, elle est un petit peu bancale. On a vraiment cette impression, comme je disais, de remplissage. Et ça m'a renvoyé à un autre film Star Wars, un autre projet bancal et bordélique, Solo, Star Wars Story, le spin-off sur Han Solo. Je vois pas mal de points communs bizarrement entre Mandalorian et Solo. Il y a cette impression de western qui est vraiment très présente, surtout dans la fin de Solo. Il y a aussi ce groupe de mercenaires qui se relie autour d'un personnage solitaire qui va apprendre à accepter qu'il a un petit cœur d'artichaut pour être réuni avec d'autres êtres humains. Il y a aussi cette impression, ce truc old school de plein de petites pastilles. Ils vont dans une espèce de mine pour libérer des gens, il y a une révolution. Ils sont dans un vaisseau avec des tentacules dans l'espace. Ils sont à la fin sur une planète dans le désert avec des affrontements, il y a un traître au milieu de la bande, il y a l'apparition à la fin d'une figure antagoniste qui est Dark Maul et dans la série Mandalorian c'est le personnage mystérieux de Giancarlo Esposito. Donc il y a un peu cette même construction sériale qui est construite sur des petites pastilles reliées les unes aux autres. Ça marche pas très bien dans Mandalorian, ça marche pas très bien dans Solo, mais on sent qu'il y a un peu le même esprit old school, à l'ancienne, qui est là des deux côtés. Je me demande si c'est pas ça l'explication pour laquelle le Mandalorian m'a tant déçu, m'a laissé cette impression d'inachevé. Et c'est peut-être lié aussi globalement à la stratégie qui est légèrement chaotique de Disney, qui est peut-être trop sensible aux fans, qui rectifie le tir comme on l'a vu avec la dernière trilogie Star Wars, qui a annulé aussi un film sur Obi-Wan pour en faire une série qui va arriver prochainement. Est-ce que c'est pas, comme pour beaucoup de Star Wars, cette stratégie compliquée en coulisses, ce manque de capitaine à bord du navire qui fait que Mandalorian, pour moi, est en tout cas si bancal et maladroit? C'est une vachement bonne question et alors je pense qu'il y a un truc effectivement, il y a une connexion qui est très forte, comme tu le dis, sur les moyens de production et la philosophie qui sous-tend tous ces projets-là, la manière dont ils ont été transformés en cours de route. Enfin, pour moi, c'est vraiment une des sources vraiment des gros problèmes du film. Mais surtout, je pense, ce qui pour moi marche quand même dans Mandalorian et qui marchait pas dans Solo, bah justement, c'est les influences. Non pas qu'il n'y en ait pas dans Solo, il y en a plein, mais il me semble que celles de Mandalorian ont l'intelligence, la justesse d'être précisément les influences qui ont fondé Star Wars. C'est-à-dire qu'on a bien sûr le western, c'est une évidence, mais on a aussi énormément un certain cinéma japonais et une certaine représentation du cinéma japonais qu'on a dans le Shambara, dans une partie du cinéma de Kurosawa. D'ailleurs, George Lucas a été un des grands ambassadeurs à Hollywood du cinéma de Kurosawa et en Occident en général. Et du coup, je trouve que le fait que la série assume aussi bien cette filiation, enfin, tous ces plans avec le Mandalorian qui se balade accompagné de son espèce de petit berceau, c'est vraiment Baby Cart, quoi. Et alors bien sûr, c'est quelque part très superficiel, c'est purement de l'image, on pourrait dire, ça n'est que de l'empilage de citations, sauf que comme ces citations étaient précisément celles des Star Wars originales qui ont été un peu abandonnées par la suite, parce que George Lucas, lorsqu'il s'est rendu coupable de la prélogie, oui coupable, c'est nul, et ben, tout simplement il avait déjà largement changé d'ADN, ou en tout cas il voulait proposer tout autre chose, et ensuite quand Disney a essayé de relancer une trilogie, on peut pas dire qu'il se soit énormément penché sur cette question-là, sur ce type d'influence, et le fait qu'elle revienne, et qu'elle revienne de manière aussi prépondérante dans l'univers Star Wars, dans l'univers de la trilogie originelle, quand bien même c'est un geste très calculé, très mécanique, je trouve que assez naturellement, en fait, ça redonne un peu de complétion, un peu de vie, en fait, à cet univers. Moi justement, je trouve pas que c'est la vie, c'est vraiment la mort clinique pour moi, parce que non seulement cette série se repose, comme je le disais, sur un postulat que je trouve très basique, mais en plus fait des intrigues qui tournent en rond, et en plus rajoute une couche d'hommage qui pour moi n'est même plus ce n'est plus de l'imaginaire, c'est du familier, c'est plus de la création, c'est de la récréation pour les cinéphiles. Ça te caresse dans le sens du poil parce que tu reconnais du Eastwood, du John Ford, du Kurosawa. C'est un peu une sorte d'entre-soi sur les petits hommages. Je ne sais pas à quel point ça peut toucher le grand public, parce que c'est pas non plus un plaisir total quand on voit qu'il y a un hommage on se dit juste ça devrait être un petit bonus.
En fait, c'est ça. Ça devrait être la cerise sur le gâteau, et je trouve qu'il n'y a juste pas de gâteau. Donc j'ai juste l'impression qu'il y a un tas de cerises avec tous les petits trucs que je viens de dire, mais c'est pas consistant, il n'y a pas grand-chose à bouffer comme dans The Mandalorian. En plus de ça, j'ai l'impression que c'est comme si la série se tirait une balle dans les deux pieds, parce que d'un côté, elle est sous le poids énorme de la mythologie Star Wars, et c'est pas comme si elle faisait en sorte d'y échapper. En reprenant la race étrange de Yoda, et en mettant en plus un Mandalorian en premier plan, c'est quand même des poids lourds de la mythologie Star Wars. Elle est sous le poids de cette mythologie, et en plus, elle se met sous le poids de tout un courant de cinéma, de gros monuments du cinéma, que ce soit du cinéma asiatique ou américain, comme tu le disais, le western, le Kurosawa, le film de samouraï. Ça fait quand même beaucoup de poids. Ce qui fait que la série, pour moi, devient minuscule, devient extrêmement petite, fragile, parce qu'il y a tellement de monuments au-dessus dans l'ombre desquels elle se place, que je vois juste un tout petit machin. Et je me dis, mais en fait, quelle est l'intention qui a animé les gens derrière? Ça ne peut pas juste être de rendre hommage, ça peut pas être juste d'exploiter Star Wars. Enfin, j'ose espérer que c'est pas juste des intentions cyniques comme ça, même si, bon, on est réaliste, hein. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur un produit qui a été vraiment trop conçu, trop prémâché, trop décortiqué, décrypté pour qu'on arrive à qu'est-ce que c'est la recette Star Wars, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme ingrédient. Tiens, on revient au samouraï, on revient au western. Moi, imaginez que Jon Favreau arrive chez Disney en disant « Les gars, j'ai une idée, donnez-moi 100 millions pour faire une série Star Wars qui fait un peu western et samouraï », je trouve ça désespérant. Comme tu le dis, ça montre bien que Star Wars, il n'y a plus rien à raconter, ou que surtout, plus personne ne veut, ne peut, n'a les moyens, n'a l'occasion de le faire. Donc, certes, c'est amusant les hommages, je me dis que ça stimule un petit peu, vu qu'il n'y a pas grand-chose de stimulant pour les créateurs, les réalisateurs, les scénaristes et les acteurs, mais au final, à l'écran, je vois quelque chose qui fait un petit peu musée, j'ai l'impression de me balader dans un musée où il y a à la fois des objets, des artefacts de Star Wars ancien temps, pimpés avec la technologie moderne, et de l'autre, un musée d'histoire du cinéma où on me dit regarde l'épisode Sanctuary, c'est comme les 7 samouraïs. Super, Bryce Dallas Howard, merci beaucoup. Heureusement qu'il y a un savoir-faire et que tout le monde sait faire ça plutôt bien. Mais je me dis que c'est quand même c'est la mort cinéphile, quoi. C'est la mort clinique de l'inventivité, de l'imaginaire. Vraiment, il n'y a pas d'imaginaire là-dedans. Moi, il y a quelque chose qui m'a particulièrement séduit, ce sont les personnages, ou plutôt le casting, que je trouve extrêmement à propos et qui fonctionne à plein de niveaux, j'ai l'impression. Alors, j'apporterai une nuance parce que j'ai dit les personnages. Or, moi j'ai quand même un petit souci avec la série, c'est qu'on nous présente le Mandalorian comme un super cador, le mercenaire des mercenaires, et que pendant au moins 6 épisodes, il ne fait que prendre branlée sur branlée sur branlée sur branlée, que des mauvaises décisions, et s'il n'avait pas une petite peluche verte pour balancer la purée, ça ne se passerait pas très bien. Mais admettons, en revanche, malgré cette faille-là, moi je suis super content du rôle de Pedro Pascal, et je dis ça sachant que c'est facile à trouver sur le site, je me suis gentiment foutu de Disney+, qui a annoncé « Ah, on a choisi Pedro Pascal !» et puis il est sorti genre... Enfin, des fois il est sur le plateau, parce que comme on voit pas sa tête, c'est pas la peine de la voir, ça m'avait fait beaucoup rire. Néanmoins, quand bien même il n'assurerait, ce qui n'est pas le cas, mais quand bien même il n'assurerait que le doublage du personnage, en fait je trouve que c'est un choix assez fin. Parce que même s'il a été révélé par Game of Thrones, et que Game of Thrones a des millions de fans extrêmement dangereux, il n'empêche qu'on ne peut pas dire que ce soit une star. C'est pas aujourd'hui quelqu'un qui peut porter un long métrage, ou en tout cas pas une super production sur ses seules épaules. Donc quand on choisit Pedro Pascal pour donner le lead dans une série Star Wars à 100 millions de $, c'est avec une idée derrière la tête. Et ce à quoi je m'attendais pas, parce que j'ai jamais particulièrement fait attention à sa voix, je dois bien le dire, je m'attendais pas à ce que sa voix me plaise autant. C'est pas une voix de gros bourrin, c'est pas une voix non plus bizarroïde. Il y a une vraie douceur, et en même temps quelque chose... Il est à la fois suave et très définitif, et je trouve que ça fait un entre-deux qui est très excitant, et c'est comme ça sur des trucs très fins, avec plein d'autres choix de casting. On en a beaucoup parlé tous les deux avant de faire la vidéo, mais Werner Herzog, typiquement, c'est super inattendu, ça marche à fond. Werner Herzog, il regarde une chaise, elle se fend, c'est super intéressant de l'avoir pris. Ouais, je pense qu'ils ont dû voir Jack Reacher pour se dire qu'on va le mettre dans un antagoniste assis dans une pièce, qui regarde, qui fend comme ça l'air pour regarder quelqu'un et lui dire « Si tu bouges, je te tue, et même si tu bouges pas, je te tue ». C'est ça, et en même temps, ça parle qu'aux cinéphiles, tu vois, le grand public se dit pas genre « Waouh, fais un Herzog !» C'est ça qui est bien, c'est que ça parle aux cinéphiles, et en même temps, si tu connais pas, sa tête est tellement spéciale que je pense que même quelqu'un qui n'a jamais vu Aguirre et qui sait pas qui sont ces gens, va se dire « Mais qui est cette tête ?» Parce que ce mec, c'est un alien, il a tellement un faciès étrange que même au-delà de... C'est là que je trouve que c'est bien, justement, parce que ça parle à la fois aux cinéphiles, en même temps, ça donne quelque chose au reste, et pour tout le monde, ça apporte quelque chose de joli. C'est pour ça que je suis vraiment d'accord, Werner Herzog, c'est une super idée. Et c'est pareil avec Carl Weathers, tu vois, parce que bien sûr, il y a tous les gens de notre génération, cinéphiles ou plus âgés, désolé les vieux, qui ont adoré ce type-là dans plein de seconds rôles ultra iconiques. Predator! Mais oui, il y a d'énormes bourrins et tout, enfin puis d'athlètes, on va dire. Et même s'il a jamais vraiment disparu, on peut pas dire que ce soit quelqu'un qui soit resté au premier plan. C'est pas devenu un Samuel L. Jackson, par exemple. Et le choisir lui dans ce rôle de figure qui est entre le vieux loupard, le mentor, le traître mais qui finalement vient t'aider, c'est un super bon choix. Il est quand même ultra cinégénique. Ouais. Et là aussi, voilà, c'est un choix qui tape à plein de niveaux,
qui démontre en tout cas une vraie réflexion. C'est pas juste Non, je suis d'accord. Quand tu vois Gina Carano, je me dis par exemple, c'est un super choix et je sais que tu es d'accord avec moi parce que c'est non seulement elle est très bien pour le rôle, c'est quelqu'un qui du coup sait manier le physique, les corps, taper et tout, donc il y a quelque chose de réaliste. Elle a pas un physique de pouf hollywoodienne, hein, pour le dire assez clairement. Elle a quelque chose qui marche, elle est magnétique, on l'a vu chez Soderbergh qu'elle est bien, donc c'est pas comme si non plus ils avaient misé sur quelqu'un en se disant juste elle sait faire les cascades. Non, c'est une actrice, quoi, elle arrive à faire des trucs bien. Et c'est là que je me dis que pour le coup, l'idée est bonne et les intentions sont bonnes et tout est aligné puisqu'ils se sont pas dit on va trouver des gens qui vont attirer tel public, qui vont faire les liens avec les films, qui sont connus parce que elle a joué dans telle saga. Ils ont juste pris des gens qui, de l'extérieur, ont l'air de juste correspondre à une idée qu'ils avaient des personnages et apporter quelque chose, vraiment des petites pierres collectées à droite à gauche parce que finalement ils ont tous des profils un peu différents. Il y a un réalisateur culte qui est maintenant un petit peu oublié par les jeunes générations. T'as Carl Weathers des années 80, un superstar. T'as Gina Carano qui est plutôt connue des jeunes qui aiment ce qu'elle faisait avant et certains qui ont vu les Soderbergh et des trucs comme ça. Donc c'est amusant de se dire qu'ils ont collecté un peu des pierres précieuses à droite à gauche et qu'ils ont composé ça. Il y a Nick Nolte qui a une voix, bon, c'est pas forcément indispensable, mais Nick Nolte aussi, c'est quand même un acteur énorme. Pedro Pascal, que je trouve effectivement être un choix inattendu. Parce que le mec, bon, il est en train de monter, il joue le méchant dans Wonder Woman 1984, mais c'est pas du tout un choix évident. Et c'est là qu'on se dit que les idées ont été vraiment intelligentes, ce n'était pas du pur marketing, c'est pas une sorte d'équation qu'ils ont alignée avec l'algorithme des bons acteurs. C'est vraiment, on prend des gens qui ont des gueules, qui ont un physique, qui ont quelque chose. Et quand tu vois la bande réunie à la fin, tu te dis, ouais, c'est amusant. Personne n'aurait pu dire qu'en théorie, ces gens devraient être ensemble. Ça fait pas gueule hollywoodienne classique. C'est pas... Il y a quelque chose qui paraît un peu spontané, un petit peu magique en fait dans leur réunion. Et ça n'est pas non plus gueule de Star Wars, si j'ose dire. Parce que tu vois, par exemple, je me posais la question, je me dis oui, si, il y a déjà eu, et puis si on regarde un peu l'univers, non pas étendu, mais l'univers des séries animées, Star Wars, il y a plein de personnages féminins assez forts. En revanche, il y a pas mal de Jedi notamment, mais il me semble, je crois pouvoir dire, c'est rarement des personnages physiquement durs. Tu vois, Gina Carano, elle est impressionnante physiquement. Moi, j'ai pas le souvenir trop de physique comme ça. Elle a une carrure qui déjà raconte quelque chose et du coup, ça te met pas dans... Enfin, à aucun moment, tu vois, je viens de me rendre compte que j'ai jamais réfléchi au fait qu'il pouvait y avoir une romance entre deux, par exemple. Tant mieux Carrément. qu'on n'est pas dans l'ascension de Skywalker, qui vont pas finir par se faire un bisou. Et du coup, je trouve ça assez marrant parce que ça joue quelque chose d'un petit peu inattendu. Et ouais, j'aime bien ce que ça raconte, juste d'aligner ces gens. En fait, on se dit, bah ça me plaît. En fait, j'aime bien parce que pour le coup, j'ai l'impression qu'on revient à, tiens, on caste des gens qui sont bien et pas juste une superstar ou quelqu'un qui est un peu à la mode en ce moment. C'est ça, et dont manifestement on n'hésite pas trop à se débarrasser. On l'évoquait avant de tourner, mais tu vois, le personnage de Nick Nolte par exemple, moi j'étais sûr qu'il allait s'en tirer. Enfin, je me disais, bon, on est chez Disney, Star Wars, machin, aucune chance. Et non, il se fait desquamer comme il faut. Et c'est plutôt bien mis en scène d'ailleurs, parce que quand ça arrive, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé là dans cette ellipse? Ah, il s'est passé ça. Et comme en plus on voit pas le tir, on se dit, mais il est blessé. Ah non, il est vraiment mort. Et c'est vrai que c'est bien. En plus, ça replace bien les enjeux avant le final où on se dit, ah ok, donc il peut se passer des trucs. C'est pas juste on joue avec des jouets dans le désert sur des trucs numériques. Donc je suis d'accord. Il y a un élément dont on est obligé de parler parce qu'il mérite vraiment une partie à part entière, c'est ce foutu bébé Yoda. Parce que pour moi, il représente vraiment, c'est amusant, il représente vraiment tout ce qui marche et tout ce qui limite la série. Tout ce qui marche parce que je pense qu'on a tous été surpris, et toi le premier puisque tu as écrit dessus à l'époque, sur le fait que personne ne savait qu'il allait apparaître. Donc déjà, il y a quand même une stratégie marketing et même artistique, on peut dire à ce niveau-là, puisque c'est quand même assez intelligent et que ça a un intérêt pour le spectateur, c'est que ça nous a tous remis dans une perspective de découverte, de fraîcheur dans l'univers Star Wars qu'on a tous perdu, puisque quand on en parlait tout à l'heure, Palpatine a été spoilé avant même qu'il apparaisse dans le Star Wars 9. On est vraiment dans une logique de machine de guerre marketing où finalement peu de surprises sont là. Ou en tout cas pas sur les premiers épisodes. On savait pas que Han Solo allait mourir dans l'épisode 7, mais ça arrive assez loin. Alors que là, c'est dans le premier épisode qu'il apparaît. Donc je pense que c'est vraiment une grande qualité de la série, c'est qu'elle a non seulement pas laissé le temps aux éventuels cyniques de dire que c'était juste une peluche en puissance, ce que c'est, mais ça a pris tout le monde de court. Et je trouve que c'est une énorme qualité qui montre que comme la série, il y a une réflexion qui n'est pas purement marketing, mais aussi liée à l'artistique et à la fraîcheur de l'âme de Star Wars à la base. Après le premier épisode, ou le deuxième, mais bon, très très tôt dans la diffusion, c'est le Hollywood Reporter, alors bien sûr le titre est sardonique, mais il veut quand même tout dire, avait fait un dossier en analysant cette stratégie marketing et de communication, et ils avaient titré « Why Baby Yoda is our God now ».
Enfin, Mais pourquoi c'est bébé Yoda clairement est ça. notre dieu maintenant? Et Il fait aussi peur et il force autant de respect que Dieu, effectivement, parce que franchement, c'est incroyable à quel point, même en sortant mon âme la plus cynique, je vois cette bestiole et je me dis, je peux comprendre, effectivement, elle est touchante. Et ça vient aussi au troisième point, c'est que techniquement, c'est bluffant. Et Werner Herzog a bien raconté à quel point, dans les premiers épisodes, il a été à l'image mythique qu'on peut avoir de lui, il a il a taclé l'équipe parce qu'en gros, ils n'étaient pas sûrs de ce qu'ils allaient faire du Baby Yoda. Donc il y avait à la fois la marionnette qui est animée par 2 ou 3 techniciens, je crois, et ils avaient l'idée d'en faire éventuellement un truc en CGI, donc totalement inexistant sur le plateau, et uniquement en post-production. Ils n'étaient pas sûrs, donc ils voulaient tourner les scènes avec les 2 options. Et Herzog leur a dit, bande de lâches, bande de couilles molles, on le fait avec cette marionnette, elle est géniale. Même moi qui ai une gueule de SS, je trouve que c'est mignon. Donc franchement, gardons la marionnette. Et évidemment, on peut se dire que c'est de la broutille, de la pure technique, comme on a pu voir chez Disney ces dernières années, avec le rajeunissement, des trucs comme ça. Mais clairement, c'est une prouesse, parce que quand on voit cette bestiole, au-delà de... c'est comme un Jurassic Park, on voit qu'elle est là, on voit qu'ils l'ont dans les bras, on voit qu'elle se retourne quand elle a sa tasse de thé, on voit qu'elle était vraiment là devant les acteurs. Il y a un timing comique et de tendresse qui est là vraiment parce qu'il y a une maîtrise technique que je trouve vraiment qui force le respect. oui, et puis moi il y a un truc qui me touche aussi, c'est qu'ils arrivent à créer des gags et de la mignonnerie sur les limites techniques. C'est aussi, je crois, vers le début de la série, un moment du fait où il revient, réapparaît, revient, je sais plus, et où tu vois extrêmement bien que c'est vraiment de la marionnette, tu vois, on essaie même pas de te jouer le fait que ce soit un mouvement naturel, tu vois, il y a vraiment un truc comme ça, hop là, il se rapproche de l'image. Ça renvoie à l'enfance, en fait, voilà, il y a un truc vraiment de nostalgie dans le bon sens où on se dit, ça me rappelle quelque chose qui n'existe plus tant que ça, puisque finalement maintenant tout le monde cède, évidemment pour des raisons économiques et de timing et de production, au faux, au factice, au CGI, et de voir que Disney peut quand même foutre des millions dans une vraie marionnette pour un truc comme ça, je trouve que c'est plutôt agréable et que ça donne envie de marcher dans le pack de la série. Mais à côté de toutes ces raisons positives, je trouve que le Baby Yoda, il montre aussi toutes les limites et toute la connerie, je trouve, de Mandalorian, c'est-à-dire que il amène c'est un peu l'outil, le Joker total pour les scénaristes. Il a une telle croissance et un âge qui fait que on peut se dire que ça va durer des années et des années avant qu'il commence à marcher réellement, qu'il prononce ses premiers mots pour voir s'il parle avec la même syntaxe que Yoda. Il va sûrement un moment changer de fringue et peut-être qu'à un moment il aura un chapeau, une casquette, ça va être génial. En tout cas, ça rend le Joker facile pour faire diversion. Je trouve que c'est la diversion totale. C'est quasiment un Deus Ex Machina, franchement, parce que comme pour l'instant il est tout faible, bah, du coup il fait ah après avoir sauvé tout le monde. Donc on se dit, mais il y a un moment, ils vont pas pouvoir le faire sauver tout le monde tout le temps. Donc il y aura forcément une excuse de il a sommeil, il a pas fait son gros et tout ça. Donc je trouve que c'est vraiment la diversion pratique parce que tout le monde va avoir envie de céder à l'amour, de la tendresse de cette petite chose. Et en même temps, moi je peux que voir à quel point ça sert les scénaristes, ça les arrange, puisqu'il suffit qu'il y ait un épisode un peu mou et il y a un truc avec lui, il fait un petit moment comme le gag dans l'épisode Sanctuary ou avec sa tasse de thé ou sa soupe, mais en fait c'est une soupe. Et qui est évidemment très drôle, c'est du timing comique qui est parfait, mais combien de fois ils peuvent le faire, combien de fois ils peuvent le faire apparaître et faire un petit geste, combien de fois ils peuvent le faire comme quand Carl Weathers, il dit fais le truc avec ta main et qui fait comme ça, c'est marrant, mais je me dis à quel moment ça va commencer à tourner en rond, parce que moi déjà ça commence un peu à me taper sur le système, l'idée que ce soit leur outil pratique ultime de scénariste. Alors je vois bien ce que tu veux dire, je te dirais le fait que la race à laquelle appartient Yoda vive des siècles et des siècles, moi aussi m'inquiète un peu en termes de combien de temps on va rester sur ce statu quo de croissance. Néanmoins, pour le coup, s'il y a bien un seul truc dans cette première saison qui me laisse à dire eh ben, peut-être que nous attendent des surprises prochainement, c'est lui parce que finalement ça a beau être un élément fondamental, un pilier de l'univers Star Wars, adoré et connu par des millions de fans, la race de Yoda c'est peut-être un des trucs sur lequel on sait le moins de choses, ou en tout cas le moins de choses dans le canon standard que connaît vraiment le grand public. Par conséquent, s'ils continuent avec lui, et sauf si ce sont des lâches au dernier degré, à un moment, ils vont être contraints de nous raconter quelque chose avec lui. Est-ce que c'est une réincarnation de Yoda? Est-ce qu'il appartient à une race à proprement parler? C'est-à-dire que je te dirais au moins, quelle que soit l'option qu'ils choisissent, ils vont être bien obligés de nous la raconter. Je veux dire, si c'est Yoda ressuscité, pourquoi on n'en a pas entendu parler dans la trilogie suivante? Si c'est pas Yoda ressuscité, qu'est-ce qu'on peut me dire de sa race? Qu'est-ce que c'est que son statut? Oui, pourquoi il y en a si peu finalement? Pourquoi il est aussi mystérieux que les gens le connaissent pas? Il y a eu Yoda, il y a eu lui, est-ce que c'est les seuls? Non, effectivement, il y a un moment, ils vont être obligés de se risquer, de se dire soit on touche à la mythologie, mon Dieu, soit on l'étend dans un coin, mon Dieu. Donc dans tous les cas, ils vont devoir sortir un peu de leur zone de confort, parce que jusque-là, j'ai l'impression que ça n'a énervé pas grand monde, ça n'a pas créé un scandale chez les fans qui se sont pas dit il est pas censé porter tel tissu parce qu'il est allergique au coton. Donc on évoquait toutes ces techniques pour donner vie à Baby Yoda, qui fonctionnent, qui sont intéressantes, mais qui sont des techniques finalement plutôt éprouvées, qui sont des techniques qui sont là perfectionnées, à l'ancienne. C'est de l'animatronique, des poupées, de l'animation. Bref. Il y a aussi un truc qui est très intéressant en termes d'effets spéciaux, au-delà de
tous les trucs en numérique qui sont très bien branlés, très bien travaillés, c'est qu'il y a une vraie innovation dans le film, ou dans la série, il y a une véritable innovation, ou plutôt une technique qui là arrive à un niveau où elle devient exploitable pour des blockbusters de manière industrielle. L'usage des fonds verts est extrêmement répandu à Hollywood depuis des années, et extrêmement répandu dans les séries également depuis très longtemps. Et des gens qui nous écoutent doivent quand même bien se rendre compte que quand on leur dit que c'est tourné à New York, non, en général c'est tourné en studio ou à Vancouver, et puis il y a un gros fond vert et on balance une image de New York. Oui, même très souvent pour des choses qui semblent banales, où ils vont être devant un restaurant ou une rue, enfin j'exagère à peine, et en fait c'est un fond vert, et on le voit pas du tout. Quand les gens disent que Mad Max, il n'y a pas de fond vert, par exemple dans Fury Road, en fait il y en a plein, c'est juste que c'est très bien fait. Donc c'est là qu'on voit le talent et le non-problème des fonds verts dans l'absolu en fait. C'est exactement ça. Et là, c'est pas du fond vert, c'est une technique dont on pourrait se dire qu'elle s'en rapproche, mais en fait elle est radicalement différente. Le plateau, alors à part on va dire l'environnement direct, immédiat des comédiens et les objets avec lesquels ils vont interagir, mais il y en a finalement pas tant que ça. En fait, tout le plateau, c'est un espèce de gigantesque set à 360 degrés avec des écrans haute définition absolument partout, et on projette un décor filmé dessus. Donc avec un niveau de définition en gros qui fait qu'on n'a pas ce rendu, cette espèce de vallée de l'étrange qu'on avait jusqu'à assez tardivement dans l'histoire du cinéma, quand des personnes conduisaient une voiture et qu'en fait on projetait derrière eux un film qui défilait. Mais en fait c'est une technique très proche, c'est-à-dire que littéralement on projette derrière les acteurs tout le décor. Et déjà, c'est un truc qui révolutionne un petit peu la façon de produire, qui révolutionne à plein de niveaux, parce qu'il faut les produire, ces images, il faut les fabriquer, il faut les anticiper. Ça a permis au Mandalorian véritablement de démultiplier le nombre de décors et d'utiliser plein de trucs différents. Très honnêtement, il faudrait que je regarde toute la série, mais c'est très rarement discernable, il y a quand même énormément de séquences. C'est impressionnant, même quand tu as ça en tête et que tu vois la série, c'est très compliqué de se dire que là, c'est ça qui est utilisé, parce qu'il y a tellement de finition pour relier du coup le sol à l'écran. Comme tout est filmé en prise de vue en direct et non en plusieurs étapes. Il y a sûrement, alors je suis pas technicien, mais il y a sûrement un truc de synchronicité entre les deux qui fait qu'en fait c'est palpable, on a l'impression que c'est vraiment concrètement sous nos yeux, parce que ça a été concrètement sous les yeux de l'acteur. Donc en plus en termes d'immersion pour les acteurs, ça doit être trop cool, parce que j'ai envie d'être acteur rien que pour ça moi, parce que ça doit être trop sympa quoi. Autre chose que je trouve vraiment génial dans la série, c'est la musique. Elle est signée Ludwig Göransson, j'ai réussi à le dire. Il est connu parce qu'il a gagné un Oscar pour Black Panther, mais il a aussi fait la musique de Venom, mais il a fait la musique de Creed, bon ça va. Et en tout cas la musique qu'il a fait pour la série Mandalorian, je la trouve vraiment magnifique. Mais ce que j'aime, c'est que quand il explique comment il est parti sur la composition, il dit qu'il voulait retrouver ce sens qu'il avait quand il était enfant de la découverte et de la magie de la musique. Donc il s'est dit, je vais pas faire de la musique avec des ordinateurs, je vais avoir un studio avec des vrais instruments. Donc il a cherché des synthés des années 70, il a rempli son studio de flûtes, de tambours, de piano, de guitare, et il a voulu retrouver ce sens un petit peu de l'imaginaire, tout simplement, des années 70-80. Et ça se sent extrêmement, parce que c'est une des rares fois depuis très longtemps que j'ai eu la sensation d'être dans un univers Star Wars face à quelque chose que je ne connaissais pas. Je me suis dit, voilà, là, ça c'est neuf, ce son-là, j'ai jamais entendu une flûte comme ça et un tambour comme ça. Je trouve que le thème du Mandalorian, qui s'appelle Hey Mando, je crois, il est super beau. Cette petite flûte au début, et pourtant c'est extrêmement sobre. Mais ça ne résonne pas comme Star Wars, tout en ayant un sens de l'épique et de l'aventure. Il y a quelque chose d'un petit peu spécial. Et j'ai vraiment l'impression, et c'est vraiment la manière la plus simple de le dire, que c'est nouveau. Ça donne une identité, tout simplement, à la série. Je suis parfaitement d'accord avec toi, d'autant plus qu'on va dire, s'il y a bien un élément de Star Wars qu'il est facile de reprendre, recycler ou dupliquer, c'est bien la musique de John Williams, qui est monstrueusement emblématique, qui est la signature de la saga. Et je te dirais d'ailleurs, dans les films récents, et je reviens à Solo, quand quelquefois on a essayé un petit peu de se décaler tout en gardant, on va dire, les fondamentaux, il y a eu des trucs intéressants, mais indiscutablement dans l'ombre de John Williams. Moi je trouve que la BO de Solo était pas inintéressante du tout, mais on peut pas dire qu'elle était d'une originalité fracassante. Oui, même je me souviens du thème de Rey dans Star Wars 7 notamment, que je trouve très joli, qui est très doux, qui dénote un peu de Star Wars, mais effectivement après il est écrasé par les montagnes orchestrales de l'épique et de trucs qui finalement se noient dans l'océan un peu impersonnel hollywoodien. Alors que là, ouais, Mandalorian, c'est pas du tout le cas. Il y a vraiment une envie de ne pas faire dans le spectaculaire gratuit et de trouver quelque chose, de trouver une petite direction dans laquelle aller, dans laquelle personne n'est allé jusque-là chez Star Wars. Here we go. The Mandalorian. Et voilà, cette vidéo de discussion au sujet de la première saison de The Mandalorian se termine. On espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de vous abonner, de liker, de taper sur la cloche, de laisser des commentaires gentils, des commentaires méchants. Que la force soit avec vous, et c'est déjà pas mal. Stop!